Salut à tous qui aimez vous faire peur, bienvenue sur Faisons-nous peur au coin du feu. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Un nom que tout le monde connaît. Même les gens qui ne s'intéressent pas du tout au paranormal. Un homme mort il y a plus de 450 ans. Et dont on continue encore aujourd'hui à ressortir les récits à chaque grande catastrophe mondiale. Nostradamus. Je ne vais pas me contenter de vous raconter la légende. On va aller vérifier, quatrain par quatrain, ce qui est vraiment écrit, ce qui est vraiment arrivé, et surtout à quel moment précis quelqu'un a fait le lien entre les deux. Parce que c'est exactement là que se joue toute l'affaire. Alors, qui était vraiment Nostradamus ? Commençons par les faits biographiques, qui, eux, ne posent aucun problème. Michel de Nostredame, né en 1503 à Saint-Rémy de Provence, dans une famille récemment convertie du judaïsme au catholicisme. Ce n'est pas d'abord un mystique, c'est un apothicaire et un médecin, formé notamment à Montpellier, qui se fait connaître en traitant des malades pendant les épidémies de peste, à une époque où la médecine officielle est largement impuissante face à la maladie. C'est en 1555 qu'il publie la première édition des Prophéties, un recueil de quatrains en vers, rédigé dans un français du XVIe siècle, mélangé de latin, de grec et d'occitan. Au total, l'ouvrage complet en comptera près de 942, répartis en groupes de 100 qu'il appelle les centuries. Et voici un point absolument central pour comprendre tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ces quatrains ne sont pas datés. Ils ne suivent aucun ordre chronologique et sont rédigés dans un style volontairement obscur, plein de métaphores, d'anagrammes et de figures qu'on peut faire dire à peu près tout ce qu'on veut. Nostradamus lui-même explique, dans sa préface à son fils César, qu'il a délibérément embrouillé son style pour éviter les foudres de l'Église et du pouvoir politique de l'époque. Il meurt en 1566 à Salon de Provence. Voilà ce qui est solide, vérifiable, et qui ne fait débat chez aucun historien sérieux. Alors, le cas le plus célèbre, c'est la mort d'Henri II. Passons maintenant, donc, au quatrain le plus cité de toute l'histoire de Nostradamus, celui qu'on vous ressort systématiquement au premier exemple, le quatrain 35 de la première centurie, publié en 1555. Le voici dans son orthographe d'origine. Le lion jeune, le vieux surmontera. En chant bellique, par singulier duel, d'encaige d'or, les yeux lui crèvera. De classe une, puis mourir, mort cruelle. Et voici les faits historiques, eux aussi parfaitement documentés. Le 1er juillet 1559, le roi de France Henri II participe à un tournoi de chevalerie organisé pour célébrer un double mariage. Il affronte en combat singulier Gabriel de Montgomery, comte de Lorges. Une lance se brise, un éclat de bois transperce la visière dorée du roi et lui crève l'œil. Henri II agonise pendant 10 jours et meurt le 10 juillet 1559. Sur le papier, la ressemblance est frappante. Un duel singulier, un œil crevé, une cage dorée qui rappelle le casque doré du roi. C'est cette coïncidence qui a fait, et qui fait encore, le tour du monde comme la preuve ultime du don de voyance de Nostradamus. Et jusque-là, je vous l'accorde, l'histoire donne le frisson. Sauf que voici ce que montre le travail des historiens qui se sont penchés sérieusement sur les archives, notamment le chercheur québécois Pierre Brindamour, qui a consacré une étude complète et méticuleuse à ce quatrain. Premier fait vérifiable, cette interprétation reliant le quatrain à la mort d'Henri II n'est attestée dans aucun document d'avant 1614, c'est-à-dire 55 ans après la mort du roi, et près de 50 ans après la mort de Nostradamus lui-même. Deuxième fait, encore plus troublant, Jean-Aimé de Chavigny, le principal éditeur et commentateur des œuvres de Nostradamus après sa mort, celui-là même qui a construit une bonne partie de sa réputation de prophète, n'a pas relié ce quatrain à la mort d'Henri II. Il privilégiait un autre quatrain,
le 3-55 pour expliquer l'événement. Troisième fait, Nostradamus lui-même, dans ses propres écrits en prose publiés juste après la mort du roi, ne cite jamais le quatrain en lien avec cet événement. Autrement dit, la personne la mieux placée pour faire le lien entre sa propre prophétie et l'événement, c'est-à-dire Nostradamus lui-même, ne l'a jamais fait. Son propre éditeur ne l'a pas fait non plus, de son vivant, ni dans les décennies qui ont suivi. Le rapprochement entre ce quatrain précis et la mort d'Henri II a été construit plus d'un demi-siècle après les faits par d'autres personnes avec le recul. Certains historiens, comme Brindamour, avancent même une explication alternative beaucoup plus terre-à-terre. Nostradamus décrirait en réalité un phénomène céleste, un genre de combat de lions aperçu dans le ciel en Suisse en 1547, un type de prodige dont on parlait beaucoup à l'époque. Ensuite, il y a le cas Easter, le mot qui n'a jamais changé de sens. Deuxième grand classique donc, la prétendue prédiction d'Adolf Hitler. Dans plusieurs quatrains, Nostradamus utilise le mot Easter, et l'argument qu'on retrouve partout tient en une phrase. Easter, ça ressemble à Hitler, Hitler. Et Hitler est né près du Danube. Ça semble spectaculaire. Sauf qu'il existe un fait qui, à lui seul, réduit cette théorie à néant. Nostradamus explique lui-même, noir sur blanc, ce que signifie ce mot. Dans son almanach pour l'année 1554, publié plus de 3 siècles avant la naissance d'Hitler, il utilise Easter comme le nom latin classique du fleuve Danube, un terme d'ailleurs déjà utilisé par les auteurs antiques. Et dans un autre de ses textes, le traité des fardements publié en 1552, il raconte une anecdote parfaitement banale et non mystique. Un conseiller viennois qui, en se promenant un soir le long du fleuve Easter, dit Danube, serait tombé dans l'eau et se serait noyé. Aucun code, aucun message caché, juste le nom géographique correct d'un fleuve employé exactement comme on utiliserait le mot Rhin ou Rhône. Donc, quand on lit des siècles plus tard, un quatrain qui parle de combat près de l'Easter, ce n'est ni plus ni moins qu'une bataille près du Danube, un fleuve qui traverse historiquement l'Europe centrale depuis toujours, région où se sont produits, sans grande surprise, un nombre considérable de conflits militaires au fil des siècles. Guerre napoléonienne, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale y compris. La coïncidence phonétique avec Hitler est réelle, mais le sens du mot, lui, est documenté et fixé par l'auteur lui-même, dans ses propres écrits, bien avant que le nom Hitler n'existe dans l'histoire. Voici maintenant le cas le plus flagrant, la prophétie du 11 septembre 2001. Ce n'est même plus une question d'interprétation, c'est un cas de fabrication pure et simple, entièrement documenté avec un coupable identifié. Dans les jours qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, un texte a commencé à circuler massivement par email et sur tous les forums, présenté comme un quatrain authentique de Nostradamus, annonçant l'effondrement des tours, 2 frères déchirés par le chaos, une grande cité en feu. Ce texte n'a jamais figuré dans les prophéties. Il n'existe dans aucune des éditions originales du XVIe siècle. Son origine a été retracée avec précision. Il a été écrit en 1997, 4 ans avant les attentats, par un étudiant canadien nommé Neil Marshall, dans le cadre d'un essai universitaire intitulé « Nostradamus, une analyse critique » à l'université Brock. Et l'intention de cet étudiant était exactement inverse à ce qu'on en a fait par la suite. Il avait volontairement inventé un faux quatrain, dans un style pseudo-prophétique, pour montrer à quel point il est facile de rédiger un texte suffisamment vague et pompeux pour qu'on puisse, après coup, le faire correspondre à n'importe quel événement dramatique. C'était un exercice pédagogique sur les billets de confirmation. Après les attentats, quelqu'un a récupéré ce texte, lui a même ajouté une ligne supplémentaire inventée de toutes pièces. La 3e grande guerre commencera quand la grande cité brûlera.
et l'a fait circuler comme une authentique prophétie du XVIe siècle, attribuée à Nostradamus. Ce cas-là est important parce qu'il n'est même pas ambigu. Ce n'est pas une question de savoir si un quatrain de 1555 pourrait correspondre à un événement. C'est un texte de 1997, écrit par un étudiant vivant, dans le but explicite de prouver qu'on peut fabriquer une fausse prophétie crédible. Et ça a fonctionné. Des millions de personnes l'ont cru authentique. Alors, quel est le mécanisme derrière tout ça ? Ce qui est fascinant avec ces trois cas mis bout à bout, c'est qu'ils dessinent, chacun à leur façon, le même mécanisme. Le quatrain d'Henri II montre que l'interprétation est toujours arrivée après coup, parfois des décennies après, jamais avant, et jamais par Nostradamus lui-même. Le cas Easter montre qu'un mot dont le sens est parfaitement documenté par l'auteur peut quand même être réinterprété, des siècles plus tard, par pure ressemblance phonétique. Et le cas du 11 septembre montre, de la façon la plus directe possible, qu'un texte vague suffit à convaincre des millions de gens. Même quand il n'a même pas été écrit par la personne à qui on l'attribue. Ajoutez à ça le fait que les quatrains ne sont jamais datés, qu'ils ne précisent presque jamais des lieux ou des noms propres non ambigus, et qu'il en existe près de 942, et bien avec un stock aussi large de textes suffisamment vagues, il devient statistiquement presque impossible qu'aucun d'entre eux ne ressemble à un grand événement mondial, avec 9 ou 10 siècles d'histoire dans lesquels aller chercher. C'est un peu comme lire son horoscope. Le texte est écrit pour s'appliquer à un maximum de situations possibles, et c'est notre cerveau qui fait le travail de raccrocher les wagons après coup. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça très concrètement ? Je pense que Nostradamus est un cas absolument unique dans l'histoire des phénomènes prétendument surnaturels. Parce qu'on a, pour une fois, un dossier qu'on peut vérifier de bout en bout, avec des sources écrites, datées, croisées. Et ce dossier, sur les 3 exemples les plus célèbres au monde, celui d'Henri II, celui d'Hitler et celui du 11 septembre, ne tient pas. Il ne tient pas à moitié, ce n'est pas troublant. Il ne tient pas. Dans un cas, l'interprétation a été inventée 55 ans après les faits par des gens qui n'étaient ni Nostradamus ni son propre éditeur. Dans un autre cas, le mot en question a un sens documenté par l'auteur lui-même, sans rapport avec l'interprétation tardive. Et dans le dernier cas, le texte n'a tout simplement jamais existé avant qu'un étudiant ne l'invente en 1997, précisément pour prouver ce point. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de me moquer des gens qui trouvent ça fascinant, parce que je les comprends parfaitement, je trouve ça fascinant moi aussi. Mais je pense qu'il faut être honnête sur la nature de cette fascination. Ce n'est pas de la prophétie. C'est un texte volontairement obscur, écrit il y a près de 5 siècles, sur lequel des générations entières ont projeté après coup les grands drames de leur époque. Et je trouve ça, en un sens, encore plus intéressant que si c'était vrai. Parce que ça nous en dit long sur nous, sur notre besoin de sens face au chaos, sur notre capacité à avoir des motifs là où il n'y en a pas, sur la facilité avec laquelle une phrase suffisamment vague peut devenir dans l'esprit de millions de gens une certitude absolue. Je ne dis pas que Nostradamus était un charlatan cynique. C'était un homme de son temps, un médecin, un astrologue, profondément croyant, qui écrivait dans une tradition littéraire de prophéties religieuses très codifiée à la Renaissance. Mais entre ça et l'image qu'on s'en fait aujourd'hui, celle d'un oracle qui aurait vu venir Hitler et le 11 septembre, il y a un monde. Et ce monde, c'est exactement celui qu'on vient de traverser ensemble. 55 ans d'écart, un fleuve mal interprété, un étudiant canadien de 25 ans qui aurait voulu juste faire une démonstration. Voilà pour Nostradamus. Un vrai médecin, un vrai texte du XVIe siècle volontairement obscur, et 3 des exemples les plus cités au monde qui, une fois qu'on va vérifier les dates et les sources, s'effondrent chacun à leur manière. Mais cela ne rend pas le sujet moins passionnant, bien au contraire. Ça montre à quel point la frontière entre la légende et l'histoire peut être fine, et à quel point on est doué, collectivement, pour la faire disparaître complètement quand ça nous arrange. Si vous voulez, dans un prochain épisode, je peux passer en revue d'autres quatrains, plus ou moins connus,
ou bien m'attaquer à d'autres prophètes plus récents, dont on nous resserre les prédictions à chaque actualité? Dites-le moi en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Restez curieux, gardez l'esprit critique, et à la prochaine au coin du feu sur Faisons-nous peur. Affreusement vôtre, la ruse.